Europe 1. Un journal de 8 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Une tragédie, un drame terrible, les mots qui reviennent après la mort de 11 personnes à Witzenheim en Alsace. Leur gîte de vacances s'est embrasé. Il se trouve à quelques pas de chez Nathalie, une voisine. Je suis juste en face du gîte, et donc j'ai vu tous les véhicules de secours et j'ai vu le gros panache de fumée. Donc du coup, je me suis déplacée dans le jardin et dans le jardin, je voyais en fait le toit embrasé, avec les flammes qui allaient 6 ou 7 mètres largement. Toute la longueur de la bâtisse était en flammes, Et puis après, on entendait des bruits, des craquements, des tuiles tombées, On se sent un peu concerné et puis on pense aux personnes qui encadraient, aux résidents, aux parents qui envoient leurs enfants en vacances et voilà. Et au milieu de l'émotion que vous venez d'entendre et que l'on a entendu toute la journée d'hier, notamment ce message d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches. L'enquête commence, Tatiana Geselman, avec cette première piste pour les enquêteurs sur l'origine du feu. C'est un feu couvent qui serait à l'origine de l'incendie, selon la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kilvasseur. Le bois de structure du gîte, une ancienne maison à colombage, aurait mis plusieurs heures avant de s'embraser. Reste encore à savoir d'où sont parties précisément les flammes. Les 11 corps retrouvés dans les décombres se trouvaient en tout cas dans la partie supérieure du bâtiment. Ils doivent être passés au scanner et des analyses ADN doivent être effectuées, notamment pour permettre d'identifier les personnes décédées, comme l'explique le lieutenant-colonel Jean-François Dedecker, commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Déjà là que je travaille, c'est vraiment l'intervention de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, pour identifier les personnes. Donc c'est un gros travail qui va prendre du temps. On va programmer aussi des auditions en coordination avec le parquet pour avancer dans les hypothèses et dans les travaux d'enquête. Une enquête qui devrait notamment permettre de savoir si le bâtiment répondait aux normes de sécurité et s'il disposait par exemple d'une alarme incendie. Une incertitude plane aussi sur la capacité d'accueil maximale du gîte. Selon l'adjoint au maire de Witzenheim, le bâtiment était prévu pour 16 personnes maximum. 28 se trouvaient à l'intérieur. La correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Tatiana Geselman. Dans l'actualité également, ces images qui nous proviennent des incendies qui ravagent l'archipel d'Hawaï. Les habitants se jetant dans l'océan pour éviter les flammes. Au moins 6 personnes sont mortes selon le dernier bilan provisoire. L'état d'urgence a été déclaré et Joe Biden, le président américain, a ordonné la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles. Europe 1, 8h04. Une nouvelle journée probablement décisive sur la crise au Niger. Les pays de l'Ouest africain de la CEDEAO se réunissent pour un sommet extraordinaire. Objectif, définir leur stratégie face à des putschistes qui ne semblent pas disposés à la moindre concession. L'impasse paraît donc totale selon Gabriel Poda, analyste du cabinet de conseil Sahel Politica. Le problème avec le dossier nigérien, c'est que toutes les options comportent des risques. Si on devait laisser les putschistes continuer à gouverner, ça montrerait qu'on peut tolérer les putschs, parce qu'il y a déjà eu 2 putschs au Burkina en 2022. Il y a eu également un putsch au Mali en 2021. Et ça va complètement reconfigurer le dispositif occidental, qu'il soit militaire, politique ou économique en Afrique de l'Ouest. Et en même temps, une intervention militaire, elle est beaucoup trop risquée parce que le risque de déflagration serait énorme pour la stabilité des États du Sahel. Donc, c'est une question qui est vraiment très difficile. Il n'y a pas véritablement d'option. Les propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1 et la junte qui accusait hier la France d'avoir violé son espace aérien et libéré des terroristes djihadistes. Démenti formel de Paris. À l'étranger également, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 13 drones, dont 11 près de la Crimée et 2 qui se dirigeaient vers Moscou. Ce type d'attaque qui se multiplie ces dernières semaines. La capitale russe a déjà été visée hier matin. Et puis l'état d'urgence décrété en Équateur après qu'un candidat à l'élection présidentielle, Fernando Villavicencio, a été assassiné par balle à la fin d'un meeting hier soir. Ce centriste de 59 ans était l'un des principaux 8 candidats au premier tour de la présidentielle prévue dans 10 jours. Les dates de cette élection ont été maintenues. Retour en France, ça fait sûrement bien longtemps que vous n'en avez pas aperçu en gare. Je veux parler des consignes à bagages qui vont revenir, oui, mais sous une nouvelle forme. Oui, peu à peu, elles ont disparu parce que trop coûteuses, peu compatibles avec les nouvelles normes de sécurité comme Vigipirate. Il n'en restait plus que 13 dans 13 gares de France, mais la SNCF vient donc de signer un partenariat avec une start-up française pour signer le retour d'une manière un peu différente, Hugues Tournemire.
Oui, les consignes de bagages ne seront plus dans les gares mais à leurs abords. Et désormais, c'est la start-up Nannybag qui en aura la charge. L'entreprise, qui compte déjà plus de 500 000 utilisateurs, a noué cette semaine un partenariat avec la SNCF et va commencer en s'implantant autour d'une trentaine de gares. Mathieu Ballester, cofondateur de l'application. Les voyageurs ont besoin de ce service avant le check-in de leur hôtel ou de leur appartement Airbnb ou après le check-out, avant de reprendre leur train ou leur avion. L'idée, c'est de pouvoir se géolocaliser, trouver un commerce partenaire qui va pouvoir garder ses valises. En moyenne, par réservation, les voyageurs ils déposent entre 2 et 3 valises pour une durée qui varie de 6 à 8 heures. L'entreprise facture 6 € par bagage déposé, la moitié allant au commerçant partenaire, qui peut être un hôtel, tout comme un commerce de proximité. Grégoire, ingénieur normand de 24 ans, se verrait bien utiliser ces services lors de ses déplacements en train. Je transite régulièrement par les gares de Paris. J'ai plusieurs fois été confronté au problème de bagages très lourds. L'idée me séduit beaucoup, il est simple et peu cher. La demande grandissante pour ce service a fini par convaincre la compagnie ferroviaire de l'importance des consignes, grande absente de la plupart des gares depuis la fin des années 90. Hugues de Tournemire pour Europe 1. C'est une grève qui peut paraître inhabituelle, mais qui dure. Cela fait 100 jours maintenant que les scénaristes d'Hollywood ont arrêté le travail. Ils réclament aux studios et aux plateformes de streaming de meilleures conditions de travail et aussi des garanties sur l'utilisation future de l'intelligence artificielle qui menace selon eux leur métier. 100 jours donc et des professionnels qui ne baissent pas la garde à vive Afride. Oui, même si la mobilisation ne faiblit pas, on a un peu l'impression que pour l'instant ça ne sert à rien. Il y a eu un espoir vendredi avec une reprise des négociations pour la première fois depuis le début de la grève, mais sans aucune avancée. Au contraire, les deux parties sont ressorties encore plus éloignées les unes des autres. L'une des principales pierres d'achoppement, c'est la redistribution des droits de diffusion. Pour Dani Fernandez, scénariste et actrice en grève, les demandes des grévistes sont plus que raisonnables. On demande une si petite somme, on demande 2% des profits, je ne sais pas si les gens le réalisent. Les studios ne veulent rien lâcher et les grévistes se méfient également des divisions qui règnent entre les diffuseurs, comme l'explique l'acteur et réalisateur Seth Rogen. Ces gens-là se détestent, ils sont en concurrence directe. Ce que je crains, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur une proposition qui soit acceptable par tout le monde, à cause de leur motivation et de leur mode de gestion fondamentalement différents. Tout le monde est pourtant d'accord, la grève n'a que trop duré, mais au rythme où vont les choses, elle pourrait dépasser la plus longue de l'histoire, celle de 1988, qui avait duré 154 jours. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried, elle pourrait durer cette grève d'autant qu'elle est soutenue par des poids lourds d'Hollywood, notamment l'acteur Brad Pitt. Ah oui. Qui avait arboré un t-shirt de soutien et qui avait brièvement interrompu le tournage de son film en cours sur la Formule 1. À suivre donc. Merci Victor Pourchet. Dans un instant,